Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la structure électronique. Donc on a vu les protons et les neutrons au centre du noyau avec le nombre de masses, le A, et puis le numéro atomique, le Z. On a vu comment on comptait le nombre d'électrons pour un atome neutre puisque le nombre d'électrons est égal au nombre de protons. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus et on va focaliser un peu sur ces électrons et puis voir un peu, ce qu'on peut, en dire dans comment ils sont répartis autour de ce noyau atomique. Donc si on prend, 6 atomes de carbone, 6 atomes d'oxygène, 12 atomes d'hydrogène, on pourrait monter une molécule comme par exemple le, D-glucose, ce qui est, utilisé par, nos cellules en présence d'oxygène, de 6 molécules d'oxygène pour produire 6 molécules de CO2 et 6 molécules de H2O et ainsi faire la respiration cellulaire et produire notre énergie qui va vous permettre de rester réveillé devant cette présentation, de bouger, prendre des notes et ainsi de suite. Donc là, on a une molécule. Maintenant, la question, c'est de comprendre comment ces atomes, ces 6 atomes de carbone, 6 atomes d'oxygène, 12 atomes d'hydrogène, ils sont crochés les uns aux autres. On n'arrive pas à aller crocher ces atomes à l'aide uniquement des noyaux atomiques. Donc c'est pas ça qui les lie ensemble, ces noyaux atomiques qui sont trop éloignés les uns des autres pour pouvoir au final s'associer les uns aux autres. Et ce qui va permettre au final de crocher ces différents atomes entre eux et de les assembler, ça va être ce qu'on va voir sur le chapitre d'après, les liaisons chimiques. Et les liaisons chimiques permettent par le biais des électrons de crocher différents atomes entre eux et puis ainsi créer une liaison chimique qui va permettre d'aller plus loin que les atomes et de créer des structures plus complexes qui sont les molécules, où on a un ensemble d'atomes à l'intérieur de ces molécules. Donc on va revenir un tout petit peu en arrière et puis ce qu'on a vu au niveau des TP, la lumière blanche, ben, c'est au final, une composition de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et puis c'est, l'ensemble des couleurs, visibles par l'être humain, qui vont du violet jusqu'au rouge. Si je mélange toutes ces couleurs, le prof de dessin va vous dire que en dessin, ça vous donne du noir. Si vous le faites, vous allez jamais obtenir du noir, vous allez plutôt obtenir une espèce de brun pas très beau, mais par contre en optique, si on mélange toutes les couleurs, l'addition de toutes les couleurs, cette fois le prof de physique va vous dire que ça donne du bleu. Et puis là, nous, on va être sur une addition optique pour la thématique qui nous intéresse. Donc si le soleil qu'on a là émet de la lumière blanche, cette lumière blanche, je peux la décomposer et puis pour ça, j'utilise un prisme, ce qu'on a utilisé pour, le TP, émission de flamme avec dans le spectroscope. Donc le spectroscope, il y a un prisme à l'intérieur et ce prisme, par, réfraction de la lumière, va permettre de dissocier les différentes, longueurs d'onde, de la moins énergétique, le rouge, à la plus énergétique, le violet. Donc on peut voir que cette lumière blanche est composée bel et bien de l'entier, des couleurs qu'on connaît qui sont visibles. Si on regarde ces ondes électromagnétiques, ben, c'est des ondes, elles progressent et puis elles ont au final des maximums et des minimums et elles ont une longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, on peut la voir là, c'est la distance qui va séparer 2 sommets sur une onde. En général, elle est mesurée en mètres et ici, pour les lumières visibles, elles vont être mesurées en nanomètres. Donc, plus je vais du côté des rouges, plus j'ai ma longueur d'onde qui augmente, plus je vais du côté des violets, plus ma longueur d'onde, elle est courte. Plus j'ai une longueur d'onde courte, plus j'ai quelque chose qui est énergétique, plus j'ai une longueur d'onde qui est grande, moins j'ai quelque chose d'énergétique. Ça, c'est la base et ça va être important, il faut uniquement retenir ça. Plus je me rapproche des violets, plus j'ai quelque chose qui a de l'énergie, plus je me rapproche des rouges, moins j'ai quelque chose qui est de l'énergie pour, les longueurs d'onde visibles. Ici, si on le regarde, avec cette fois des chiffres, on se rend compte que les longueurs d'onde, de ce qu'on est capable de voir, ça va de 400 jusqu'à 700 nanomètres. OK? 1 nanomètre, c'est égal à 10
puissance moins 9 mètres. Donc le rouge, il est à 700 nanomètres et puis le bleu, il est à 400 nanomètres. Enfin le bleu, le violet. On se rend compte que si on continue, donc ici on poursuit à partir des violets, on va avoir la lumière du soleil, les ultraviolets, plus énergétique, on va avoir les rayons X. Quand vous allez faire une radio chez le médecin, là cette fois on a une longueur d'onde qui est tellement énergétique que c'est capable de passer à travers votre chair. Le, le seul composant dont l'être humain qui est capable au final d'arrêter ces rayons X, ça va être par exemple tout ce qui va être dents ou ossature. Et puis il y a même encore plus énergétique les rayons gamma, ce que Hulk est censé avoir reçu. Eux, ils vont carrément être capables de traverser, les os et puis, la dentition. Après, on a tout ce qui est moins énergétique, qu'on on diminue par rapport au rouge, donc de moins en moins énergétique avec des, longueurs d'onde de plus en plus grandes. Les infrarouges, les micro-ondes quand vous allez à la cafétéria pour, réchauffer vos plats, les ondes radio FM qu'on a en Europe, les ondes radio EM qu'ils ont aux États-Unis qui permettent en général de parcourir des plus longues distances et pour la très longue distance, il y a les, ondes radio à longue distance qui vont, permettre de, communiquer avec les satellites. Donc en général, c'est plutôt pour un usage, civil et militaire pour de la communication à longue distance. Donc voilà, ça c'est, je finis ce brève parenthèse avec, les différentes longueurs d'onde. Nous, ce qu'on veut juste retenir par rapport à tout ça, c'est que si je suis du côté du violet, il y a plus d'énergie que du côté des rouges. Si vous avez retenu ça, c'est tout ce qu'il y a à retenir sur, ces longueurs d'onde pour la suite et ce qui va nous intéresser. Maintenant, on peut exciter un atome. Et puis ça, c'est connu. Et puis justement, on va avoir un problème avec le modèle de Rutherford qui n'échelonne pas les électrons, qui dit que les électrons ils peuvent être n'importe où autour du noyau, puisque cette excitation atomique ne permet pas d'être expliquée avec le modèle de Rutherford. Donc on va devoir modifier le modèle de Rutherford de manière à pouvoir tenir compte de ce phénomène d'excitation atomique. Alors qu'est-ce que c'est l'excitation atomique? Si je fournis assez d'énergie à certains atomes, ils sont capables de produire de l'énergie et de la rendre sous forme lumineuse. Exemple, si je mets certains, produits chimiques dans la flamme, je vais obtenir, différentes couleurs et puis ça, c'est ce qu'on va faire avec le TP, émission de flamme. Je mets du chlorure de lithium dans la flamme, j'aurai une flamme rouge. Je mets du chlorure de sodium, le sel de cuisine, dans une flamme, je vais avoir une flamme orange. Je mets du sulfate de cuivre dans une flamme, je vais obtenir une flamme verte et ainsi de suite. On a l'énergie électrique. Si je fournis une énergie électrique, par exemple, à certains gaz, ben, et que je les mets dans un tube à décharge, donc on met ici, on a du, haut voltage avec, en général du 10 000 volts. Si je passe 10 000 volts à travers un tube à gaz, en général, ce gaz va s'éclairer de différentes couleurs en fonction du gaz qu'on va avoir à l'intérieur. On aurait encore l'énergie, lumineuse. Si vous allez en boîte de nuit ou, au carnaval, des fois, il y a des lumières noires et ces lumières noires permettent, d'éclairer au final des choses qui seraient, fluorescentes ou, phosphorescentes. Voilà, si je mets des exemples concrets, si j'ai du chlorure de sodium de strontium, d'un tube à décharge rempli de N2 ou de la fluorescéine, je leur applique ces différentes énergies dessus. Donc pour le chlorure de strontium, j'applique l'énergie thermique avec un bec Bunsen. Pour le tube à décharge, j'applique l'énergie électrique à l'aide d'électricité et puis d'un générateur à haute tension. Et puis pour la fluorescéine, j'en mets une lampe UV dessus. À ce moment-là, ben, mes composés, le chlorure de strontium va émettre dans le rouge, le tube à décharge va émettre dans le violet et la fluorescéine va fluorescer au niveau d'un jaune vert fluorescent. Donc à chaque fois, on a fourni de l'énergie, nos matériaux ont absorbé cette énergie et puis au bout d'un moment l'ont rendu et puis ont diminué sous forme d'émissions, lumineuses pour revenir à un état initial. Globalement, si on résume ce qui s'est passé,
Les atomes, ils sont de base dans un état fondamental, qui est un état stable. Si je fournis de l'énergie, n'importe quel type d'énergie, le but c'est juste de fournir la bonne quantité d'énergie, qu'on ait suffisamment, on arrive à monter l'atome dans un état excité, qui est un état instable. L'atome n'a pas envie de rester dans cet état instable, et puis il va chercher à émettre de l'énergie lumineuse de manière à revenir au final à un état fondamental qui est un état stable. Donc cette énergie lumineuse, pour les exemples concrets qu'on a vus avant, ben, elle se passe au niveau de la lumière visible et puis c'est pour ça qu'on est capable de la voir. On pourrait tout à fait imaginer, une émission lumineuse dans, d'autres, ordres de grandeur autres que, la lumière, visible, dans les micro-ondes, dans l'infrarouge et puis des choses qui ne sont pas forcément, possibles. Donc si je prends un exemple un peu plus concret pour un peu, parler de ça. Si vous allez à une manifestation, ben, il va avoir d'énergie, il va avoir des slogans, il va avoir un état d'excitation qui va monter. Par contre, si les CRS où, la police d'État intervient, bah, ils vont vous calmer à coups de matraque et puis, du coup, vous faire redescendre à un niveau, d'énergie un petit peu moins bruyant comme, vous étiez au début de la manifestation. Donc le parallèle, il est un peu foireux, mais ça représente bien au final, cet état fondamental et cet état, excité. Donc il y a pas au final, l'atome n'a pas envie de rester dans un état excité, il veut, trouver un moyen de redescendre à l'état fondamental. Maintenant, ces specs d'émission, les specs d'émission, bah, on les a vus en, TP avec, le TP émission de flamme. Si je prends un tube à décharge, cette fois je le remplis, de H2, je fais passer un courant à haut voltage à l'intérieur, mon tube va, s'éclairer en violet au milieu et puis en bleu, au niveau de la cathode et de l'anode. Si je viens avec un spectroscope analyser au final à l'aide d'un prisme quelles sont les couleurs qui composent réellement ce tube, on va voir que on a au final, 4 raies de lumière qui sont, observables. On a une à 410 nanomètres qui est un violet assez clair. Ensuite, on a un bleu-violet aux alentours, des 434-435. On a un cyan qui apparaît aux alentours des, 486-487 et puis vous allez avoir un rouge qui va apparaître aux alentours des 653 nanomètres. Donc le spectre d'émission pour l'hydrogène a 4 couleurs, il y a uniquement, 4 raies spectrales visibles. Donc ça a été, découvert par, Ångström, qui est un Suédois. Puis pendant longtemps, on n'est pas capable d'expliquer ces résultats. Donc ces résultats, ils sont obtenus, on sait que de toute manière, l'hydrogène émet et donne ces, longueurs d'onde au niveau de l'émission, mais il n'y a personne qui est capable d'expliquer ça et le modèle de Rutherford avec, un noyau atomique et des électrons qui tournent autour n'est pas capable d'expliquer au final ces observations-là. Il va falloir attendre Niels Bohr. Niels Bohr, c'est un Danois. Heu, Son frère est connu puisqu'il a joué, pour, l'équipe, olympique, danoise aux Jeux olympiques. Lui, c'est un physicien et puis il va réussir à modifier le modèle atomique de Rutherford de manière à pouvoir, expliquer au final les résultats obtenus par Ångström avec les différentes longueurs d'onde, raies spectrales pour l'hydrogène. Donc lui, ce qu'il vient dire, il vient dire que les électrons orbitent autour d'un noyau selon des trajectoires bien définies. Et puis ces trajectoires correspondent à des niveaux d'énergie bien définis. Donc là, il faut imaginer que on a comme le système planétaire, on a un soleil au centre, et les électrons, c'est comme si c'était des planètes qui tournent autour de ce soleil central. Et puis chaque planète a une orbite qui est bien définie, on n'a pas des planètes sur le système solaire qui tournent n'importe où, elles tournent sur des trajectoires qui sont, définies. Il vient dire que, les orbites les plus proches du noyau, la plus proche du noyau, c'est l'orbite la plus stable. Plus je m'éloigne, plus ça devient instable, donc les électrons vont vouloir orbiter sur, l'orbite la plus stable possible. Donc tant que j'ai de la place sur les orbites
orbite très proche du noyau, les électrons ils vont vouloir tourner à ce niveau-là. Dernière chose, c'est qu'on a des orbites plus élevées en énergie et si je fournis assez d'énergie, je peux accéder et monter des électrons sur ces orbites plus élevées en énergie. Alors, à quoi ça ressemble d'un point de vue concret, d'un point de vue schéma? J'ai ici mon atome d'hydrogène. Donc, mon atome d'hydrogène, il y a un proton au centre et puis il y a un électron qui tourne. Donc, ici, on a le niveau fondamental, c'est cette première orbite avec notre électron au final qui va tourner sur cette orbite. Donc il tourne dans n'importe quel sens. Après, il faut imaginer que c'est en 3 dimensions, donc c'est pas un cercle, mais c'est réellement une sphère sur laquelle, au final, l'électron est capable de tourner. Ça, c'est le niveau fondamental. Donc là, on a représenté selon les 2 premiers critères de Bohr. Maintenant, on peut rajouter les niveaux excités. Donc, c'est des niveaux sur lesquels, pour le moment, il n'y a aucun électron, mais si je fournis assez d'énergie sous forme électrique, je suis capable de monter mon électron à un niveau plus élevé en énergie. Donc ici, si on regarde, mon électron qui était là, j'ai été capable de le monter en énergie. Donc il est passé de la couche numéro 1 de la N1, ici par exemple, à ma N3. En redescendant, il va émettre du rouge. Si par hasard il était monté sur la N4, en redescendant, le saut énergétique va être plus grand et puis il va émettre du cyan. S'il était monté sur la N5, le saut énergétique pour redescendre est encore plus grand, donc à une couleur encore plus énergétique, ça va donner du bleu foncé. Si il était monté tout en haut sur la N6, à ce moment-là, la redescente va émettre au niveau du violet. Donc ici, à chaque fois, c'est des redescentes sur ma couche N2. C'est pas une erreur. Scientifiquement, c'est réellement ce qui se passe. Si ça aide à la compréhension pour vous, oubliez que ça redescend sur la N2 et puis vous me prolongez ces différentes flèches jusqu'à ma N1. Donc ici, ma représentation, elle est scientifiquement juste. C'est un peu plus compliqué d'expliquer au final pourquoi ça redescend sur la N2 et pas la N1. Les redescentes sur la N1 sont au final des émissions qu'on va trouver au niveau de l'ultraviolet et puis pas non du spectre visible. Donc je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Prolongez-moi ces flèches, on a une redescente sur la N1 pour ce coup-là. Ça ira très bien au niveau de la compréhension. Donc maintenant, au final, avec Bohr, on arrive à dire qu'on a différentes couches électroniques, un peu comme un oignon, autour du noyau atomique, et c'est uniquement sur ces couches qu'on va pouvoir trouver des électrons. Donc les couches électroniques, on va aller un peu plus loin que le modèle de Bohr, et puis on va dire que plusieurs électrons peuvent orbiter sur le même niveau fondamental. Donc chaque couche peut contenir un certain nombre d'électrons et plus d'un électron. On n'a pas, comme les orbites planétaires, sur chaque orbite une seule planète. Plus le niveau, la couche, elle est proche du noyau, plus elle est stable. Et puis elle va pouvoir au final avoir seulement un nombre limité d'électrons. Les couches les plus proches du noyau, c'est les couches les plus petites, donc je vais pouvoir mettre largement moins d'électrons à l'intérieur. Dernière chose, plus le Z il est grand, donc le nombre de protons est important, ça veut dire qu'on a beaucoup d'électrons. Si j'ai beaucoup d'électrons, je vais avoir besoin de pas mal de couches électroniques pour être capable de caser tous les électrons à l'intérieur. Donc ça va nous donner le modèle en couches électroniques. Donc on va avoir les protons et les neutrons au centre, on a des couches électroniques. Et sur chaque couche électronique, on a un maximum d'électrons qu'on peut mettre. Sur ma couche numéro 1, je peux mettre au maximum 2 électrons. Sur ma couche numéro 2, au maximum 8. Sur ma couche numéro 3, 18. Sur ma couche numéro 4, 32 électrons. Maintenant, soit on apprend par cœur ce 2, 8, 18, 32, soit on peut apprendre une formule pour savoir ça,
Et puis la formule, ça correspond à 2n². Pourquoi le 2n² permet qu'on soit juste? Si j'ai 1 fois 1 au carré, c'est égal à 1, désolé, je corrige juste, à 2n², donc 2 fois 1 au carré, ça me donne 2 fois 1 et ça donne 2 électrons. Si vous avez 2 fois 2 au carré, c'est égal à 2 fois 4, ça fait 8 électrons. Si on a 2 fois 3 au carré, ça nous donne 2 fois 9, à savoir 18. Et puis, si vous avez 2 fois 4 au carré, 2 fois 16, et puis ça nous donne 32. Donc voilà pourquoi cette formule ici, elle est importante et elle est juste. Maintenant, par rapport à ce qu'on vient de dire, au final, le remplissage, il va se faire de la couche numéro 1 en direction de la couche numéro 4, 5, 6 ou 7. Donc on va progresser en termes de remplissage de la couche la plus proche du noyau à la plus éloignée. OK, en remplissant ça de manière linéaire. On va voir par contre que ça va, occasionner des problèmes et puis qu'on va pas pouvoir faire, ce remplissage linéaire, qu'on va avoir des problèmes en général sur l'avant-dernière couche. Donc on va regarder tout ça, puis on va déjà faire, 2 exemples où on peut, remplir avec cet ordre linéaire. Puis après j'expliquerai comment on fait pour, les autres atomes. Si je dois, dessiner du bord 11. Le bore, il a 5 protons. S'il a 5 protons, en tout, je vais devoir mettre 5 électrons. Puis c'est du bord 11, ça veut dire que j'ai 6 neutrons au centre. Je viens remplir ma première couche électronique au maximum, donc je viens mettre 2 électrons sur la première couche électronique. Sur la deuxième couche électronique, je pourrais mettre un maximum de 8 électrons. Par contre, en tout, j'ai uniquement 5 électrons à placer en tout. J'en ai déjà mis 2. Donc en tout, on doit avoir 5 électrons. Donc j'ai un maximum de 3 électrons. Enfin, j'ai 3 électrons sur cette deuxième couche, même si cette deuxième couche pourrait en contenir 5 supplémentaires, puisqu'on a un maximum à 8. Si je prends de l'argon 40, je regarde, il a 18 protons, ça veut dire 18 électrons, plus c'est de l'argon 40, 22 neutrons. Je vais mettre 2 électrons au maximum sur la première couche. On remplit la deuxième au maximum, 8 électrons. Je dois arriver en tout à 18 électrons, donc je vais en mettre 8 électrons sur la troisième couche électronique, même si cette troisième couche électronique pourrait avoir un maximum de 18 électrons, on n'a plus que 8 électrons à placer pour arriver au total qui est nécessaire pour dessiner cet argon 40. Alors maintenant, ben, on a un problème avec ce remplissage linéaire, ça ne marche pas si on dépasse au final un numéro atomique de 18. C'est quelque chose qui est connu, il faudrait aller plus loin dans le modèle avec le modèle en sous-couche. Nous, on va juste, au final, tenir compte que des découvertes ont été faites et puis on va jamais remplir, on va jamais dessiner nos atomes de cette façon-là. Je vais, montrer une procédure qui va permettre de dessiner n'importe quels atomes en respectant au final, les problèmes qu'on va avoir pour justement tous les numéros atomiques supérieurs à l'argon. Puis ça, c'est le tableau périodique qui va nous donner 2 indications cruciales pour dessiner des atomes. La première chose dont je dois parler, c'est la couche de valence. La couche de valence, c'est la couche électronique la plus à l'extérieur possible. Donc, c'est la couche électronique qui contient encore des électrons qui est la plus à l'extérieur. C'est la dernière couche électronique qui contient encore des électrons. Elle peut être du coup partiellement ou entièrement remplie.
Ces électrons de valence, ils sont, super importants puisque c'est ce qui va permettre au final de comprendre comment des atomes sont reliés entre eux, de manière à faire des liaisons chimiques. Et le tableau périodique nous donne, 2 informations par rapport à cette couche de valence. Si on regarde, donc vous pouvez, maintenant, mettre un peu la vidéo, sur pause. On dit qu'il y a le bore et l'argon, on les regarde sur le tableau périodique et puis là maintenant je vous laisse réfléchir à quelles sont au final, les informations qu'on a sur ce tableau périodique par rapport aux 2 dessins que vous venez, d'effectuer. Donc là maintenant vous pouvez mettre la vidéo sur pause à ce moment-là, réfléchir un petit moment. OK, vous avez réfléchi, donc maintenant on va, venir et puis on va voir qu'il y a, 2 informations. La première, c'est le bord. Donc si je prends mes 2 atomes, je vais juste rapidement les dessiner par rapport à ce qu'on avait. Donc on a un noyau atomique dans les 2 cas. Donc ici, j'ai le cas du bore, ici j'ai le cas de l'argon et puis quand vous les avez, dessinés, normalement vous avez une première couche électronique, deuxième couche électronique. Ici on a une première couche électronique, deuxième couche électronique, troisième couche électronique. Ces nombres ici, le 2 couches et le 3 couches, on les retrouve ici. OK, donc sur le tableau périodique, on a cette indication-là, ça correspond au numéro de ligne. Ensuite, on a le nombre d'électrons sur la couche de valence. Donc la couche de valence, la dernière couche, ici j'avais 3 électrons, ici j'ai 8 électrons, et ça correspond au final à mes numéros en chiffrement. Donc ici, on a bien que le numéro au final de la ligne me donne le nombre de couches électroniques totales qu'on a pour notre atome. On a une deuxième information qui correspond au groupe, donc au numéro en chiffrement aux têtes de colonne, donc les colonnes c'est les groupes sur le tableau périodique, et me donne le nombre d'électrons qu'on a sur la couche de valence. Attention, sur le tableau périodique, il y a une seule exception, donc il y a des exceptions au niveau des métaux de transition, mais eux, on va peu en parler, mais attention à l'hélium qui a 2 électrons de valence, alors que tous les autres de la colonne ont 8 électrons de valence. Donc le numéro de colonne me donne le nombre d'électrons de valence. Maintenant, avec ça, ça me permet d'avoir une procédure, une méthodologie pour dessiner n'importe quel atome. Donc, si je dois dessiner un atome, d'abord, je vais définir sa configuration subatomique. Définir sa configuration subatomique, c'est-à-dire déterminer le nombre de protons, neutrons et électrons dans l'atome. Si je prends l'iode 127, j'ai 53 protons, c'est de l'iode. Si j'ai 53 protons, j'ai 53 électrons. Pour compléter de 53 pour arriver à 127, on a 74 neutrons. Ensuite, je vais définir le nombre de couches électroniques qu'il a en tout. Donc, le nombre de couches électroniques, l'iode, il a 5 couches électroniques puisqu'il se retrouve sur la 5e ligne du tableau périodique. Je peux déterminer le nombre d'électrons de valence, donc le nombre d'électrons qu'il va avoir sur sa 5e couche électronique. Et l'iode, on se rend compte qu'il est sur la 7e colonne du tableau périodique, donc ça veut dire que sa N5, sa couche numéro 5, a 7 électrons à l'intérieur. Maintenant, on va pouvoir remplir les couches précédentes jusqu'à obtenir le nombre total d'électrons. Donc on a 5 couches électroniques, N1, N2, N3, N4, N5. La N5, on a déjà dit qu'elle a 7 électrons de valence. En tout, il est précisé ici,
je dois avoir 53 électrons. Donc je vais remplir mes couches électroniques et celle qu'il va falloir en permanence calculer, c'est l'avant-dernière couche. L'avant-dernière couche, va toujours falloir faire un calcul sur le nombre d'électrons qu'elle contient. Je remplis au maximum. 2 électrons sur ma N1, 8 électrons sur ma N2, 18 sur ma N3 et puis la N4, ça va être égal au nombre d'électrons total, 53, moins 2, moins 8, moins 18, moins 7. Si je fais ce calcul-là, on trouve que la N4 vaut 18 électrons. Ensuite, on aurait une dernière étape. Pour le moment, on va pas la voir maintenant, elle ne nous intéresse pas, mais il faudra retenir ça, qu'on a une 5e étape qu'on peut faire en ajoutant, en enlevant des électrons, si on doit dessiner des, ions, donc des atomes qui sont chargés positivement ou négativement. Maintenant, je vous laisse faire, donc là, on pourrait dessiner au final, notre iode 127 avec toutes les informations. Donc on aurait 53 protons, 74 neutrons au centre, 7 électrons sur la couche de valence, 2 sur la première, 8 sur la deuxième, 18 sur la troisième, quatrième couche avec 18 électrons qu'on a calculés. Vous pouvez faire l'entier de l'exercice 5 et mettre la vidéo sur pause. Une fois que l'exercice est fait, là maintenant il y a les réponses qui vont, s'afficher, donc à chaque moment on peut mettre sur pause. Fluor 19, strontium 88, xénon 131 et tellure 128.